Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir un nouveau cours. Ce cours-là est intitulé oscillateurs mécaniques. Qu'est-ce que ça veut dire les oscillateurs mécaniques? Les oscillateurs mécaniques, ce sont des éléments ou des systèmes mécaniques qui effectuent, au cours de leur mouvement, effectuent un mouvement qui est constitué d'un aller-retour, des allers-retours. Je prends un titre d'exemple. Je prends ce cellule-là, je le maintiens dans son extrémité haute, je le bascule d'un angle quelconque, je le lisse, je le libère. Vous allez constater qu'il effectue des bascules autour de cette position. Cette position s'appelle cette position d'équilibre stable. En supposant que les frottements sont négligeables, ça veut dire les frottements entre le doigt et le ciel sont négligeables. Je le bascule d'un angle 20, je le libère sans vitesse initiale. Il va effectuer des bascules de 20 jusqu'à moins 20, puis il va retourner à 20, moins 20, durant tout le temps, ce mouvement-là, il sera entre 20 et moins 20. Pour le cas réel, le cas que je fais maintenant, vous allez constater qu'il a effectué quelques bascules, puis il s'est arrêté dans sa position d'équilibre stable. Pourquoi? Parce qu'on parle d'amortissement. Amortissement de mouvement à cause de frottement existant entre mes doigts et le stylo. Donc je vais écrire le titre de cours et on va commencer notre cours. Oscillateur mécanique. Oscillateur mécanique. On va commencer par le premier élément qui est dans notre programme cette année-là, qui appartient à la famille des oscillateurs mécaniques, c'est le pendule élastique. Donc, premièrement, pendule élastique. Je vais commencer mon étude de ce pendule-là par l'étude, la description de ses constituants. Donc, premièrement, constituant et type. Les constituants de ce pendule et les types qu'on peut rencontrer de ce genre de pendule qui est le pendule élastique. Je vous présente un premier cas de pendule élastique. Ce pendule élastique est constitué d'un support, un ressort et un solide S. Solide S. Le ressort et le support. Ce ressort-là, il est de masse négligeable et de speed ne sont pas jointifs. C'est-à-dire qu'ils sont décalés ou écartés. Je vais voir un autre type. Voilà notre type de pendule élastique, support, ressort, solide S. Ce solide S-là, il peut translater le long de ce plan incliné par rapport à l'horizontale. Je vois un troisième cas. Ce cas-là, ça représente un pendule élastique dans lequel le solide S peut effectuer un mouvement vertical. Donc les trois types existants du pendule élastique, un pendule élastique horizontal, un pendule élastique incliné, un pendule élastique vertical. Pour le programme scolaire, celui-là est destiné à toutes les branches. Ça veut dire sciences, maths, SVT et PC.
Par contre, ces deux derniers sont réservés aux élèves de PC plus les élèves de sciences maths. Donc, je répète, celui-là, il est destiné à toutes les branches. Ces deux derniers. Donc, pour moi, je vais commencer mon étude par l'étude de pendu élastique horizontal. Je vais effacer ces deux derniers. Donc, ce pendule-là, elle est en état d'équilibre. Je vais perturber son état d'équilibre en écartant ce solide de sa position d'équilibre stable. Comment? Soit d'allonger le ressort ou là le comprimer. Donc, je vais allonger le ressort, ça veut dire que je vais déplacer mon solide S de ce côté. Et cet état-là, c'est l'état d'équilibre. Cet état-là, c'est l'état de mouvement. Si j'écarte mon solide de ce côté-là, et je le relâche sans vitesse initiale, elle va retourner vers sa position d'équilibre, puis il va retourner, il va faire des mouvements oscillatoires, des allers-retours. Je vais associer à mon état d'équilibre un repère OX. OX. J'ai utilisé un repère unidirection parce que mon mouvement est un mouvement rectiligne, donc j'ai besoin d'un seul axe. Je vais représenter mon repère dans l'état de mouvement. Voilà mon origine O. Et voilà l'axe des X. Vous avez constaté que mon solide n'est plus à l'origine de mon repère, elle est déplacée d'une distance D. Je suppose que cette position elle est de valeur 3 centimes. Ça veut dire l'abscisse de mon solide ici c'est 3 centimes. Je l'ai décalé de 3 centimes, je vais le relâcher. Elle va retourner à moins 3. Donc elle va tourner vers un moins 3. Donc elle va faire des allers-retours entre le point 3, moins 3, 3, moins 3. Si les frottements sont négligeables, bien évidemment. Donc ce mouvement-là, si les frottements sont négligeables, ce mouvement-là va continuer dans le temps. Si les frottements ne sont pas négligeables, il va faire quelques bascules et elle va retourner à sa position d'équilibre stable. Donc cette position-là s'appelle position d'équilibre stable. Position d'équilibre stable. Bien. Donc, expérimentalement, on a pu voir ce genre de mouvement. C'est un mouvement linéaire, rectiligne, alternatif, qui est constitué des allers-retours. Expérimentalement, on a vu ça. Et maintenant, on va passer pour donner une expression, une justification, une explication physique à ce genre de mouvement. Pour cela, on va étudier, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, je vais chercher l'expression de l'équation différentielle de mouvement de solide S dans cet état-là, ça veut dire dans l'état de mouvement. Donc, deuxièmement, l'équation différentielle. L'équation différentielle, ça veut dire que je vais appliquer
la deuxième loi de Newton, premièrement, je vais désigner l'élément à étudier. L'élément à étudier, c'est l'élément S, le solide S. Donc, système étudié, solide S. Puis, bilan des efforts extérieurs. Bilan des forces extérieures. Bilan des forces extérieures. Je parle toujours d'étude. Elle est effectuée au cas de mouvement. Donc, mon solide, au cours de son mouvement, elle est sous l'action de son poids. Et sous l'action de la réaction de sol, j'ai ici le frottement négligeable. Je vais l'écrire ici. Frottement négligeable. Donc, les frottements négligeables, donc la réaction de sol sera perpendiculaire au sol. R. Puis, le dernier élément, la dernière action, c'est l'action de ressort sur mon solide. Je vais la représenter comme ça. L'action de ressort. T. Je vais représenter T vers ce sens-là. Parce que lorsque le ressort est allongé, il tend à rendre le solide vers sa position d'équilibre. Donc, il sera dirigé vers ce sens-là. Au cas où mon solide est situé dans cette position-là, ça veut dire derrière le point d'équilibre, le ressort tend à le retourner à sa position d'équilibre. Dans ce cas-là, T sera dans ce sens. Donc, bilan des forces extérieures, les forces ici, TCP, point. R, réaction de sol. Et finalement, il me reste T. T, action de ressort, qui s'appelle tension de ressort ou force de rappel. Force de rappel. Parce qu'elle rappelle le solide à sa position d'équilibre. Le temps le pousse toujours vers sa position d'équilibre. Maintenant, appliquons la deuxième loi de Newton. Appliquons la deuxième loi de Newton, qui dit que la somme de vecteurs force extérieure exercée sur mon solide égale à sa masse multipliée fois son vecteur accélération. Les forces citées c'est P plus R plus T égale à MH. Projetons cette équation sur l'axe OX. On projette l'équation vectorielle sur l'axe de nouveau qui est OX. Ça donne Px, la composante de P sur X, plus la composante de R sur X, plus la composante de T sur X égale à X. Pour les composantes de mes forces, P est perpendiculaire à X. P est perpendiculaire à X. Donc cette projection orthogonale, c'est nul. Je vais l'enlever dans mon équation. R est perpendiculaire à X. Elle aussi sera éliminée de l'équation. Par contre, T, elle est parallèle à X, mais de sens contraire. Parallèle à X, de sens contraire, donc ça va donner 1 moins T. Multi égale à la masse, multiplie fois la dérivée seconde de X par rapport au temps, que je peux noter dans ce coup-là, je peux la noter sous forme la masse, multipliée fois X de poids, ça veut dire la dérivée seconde de X. Maintenant, je vais faire un petit rappel avec. T égale toujours K fois delta L. Le module de l'intensité de la tension de fil, c'est toujours la tension de ressort, c'est sa raideur multipliée fois son allongement. Je répète, c'est la raideur multipliée fois l'allongement. K, raideur de ressort,
il est toujours en newton sur mètre. Delta L, allongement de ressort, qui est la différence entre l'état final, la valeur absolue de la différence entre l'état final moins l'état initial. Je vais chercher pour mon cas site delta L. Je vais chercher dans le cas étudié quelle est la valeur de delta L. Je prends mon ressort à l'état d'équilibre. À l'état d'équilibre, il n'est pas allongé. Donc, la longueur totale de ressort, c'est L0. Et en état d'équilibre, il n'a pas subi de modification de longueur. Je vais représenter dans l'état de mouvement, je vais représenter d'abord L0, qui existe entre l'origine des axes des X et le support. C'est L0. Mon solide, il a déplacé, il a décalé par rapport à O d'une distance de X, parce qu'il est variable. Donc ici, j'ai X. La coordonnée ou l'abscisse de mon solide dans cette situation-là, c'est X. Donc, l'état final, donc maintenant je vais faire la différence K. J'ouvre la parenthèse, je vais chercher L final. L final c'est quoi? L final c'est L0 plus X. L0 plus X. Moins la longueur L0. L0. Je n'ai pas effectué la valeur absolue parce que normalement celui-là est supérieur à celui-là, donc je n'ai pas besoin d'écrire la valeur absolue. Donc ça donne K fois X. Donc mon T, la tension de ressort, égale à K fois X. Je vais le remplacer ici. Donc ça va donner quoi? Moins T égale à mx du point égale moins T égale moins, je remplace T par K fois X égale mx du point. Je vais développer mon calcul. Ça va donner, je vais faire passer ce terme-là à côté de mx de point, plus k fois x égale à 0. Puis je vais simplifier par m, je divise ce terme par m, celui-là par m et 0 par m. Ça va donner mx de point sur m, plus kx sur m égale à 0. Ça veut dire x de point plus k sur m multiplié fois x égale à 0. Voilà l'équation différentielle de mon mouvement. L'équation différentielle de ce mouvement-là, c'est x de point plus k sur m multiplié fois x. Donc on continue. Donc, après avoir eu l'expression finale de l'équation différentielle, je vais maintenant chercher la solution de cette équation différentielle. Mathématiquement, une équation différentielle de cette nature ou de cette forme, la dérivée seconde de la variable plus une constante multipliée fois la variable égale à 0 a une solution sinusoïdale. Donc, le mouvement de mon solide qui est décrit par la variable x est un mouvement rectiligne sinusoïdal. Maintenant, je vais passer pour donner l'équation horaire de la variable x de t. Ça veut dire comment varie mon abscisse au cours du temps. Troisièmement, équation horaire de x de t qui est la solution de l'équation différentielle. L'équation différentielle de cette nature a une solution qui se forme x max cosinus de pt sur t0 plus phi. La variable égale à une valeur maximale de cette variable multiplié fois cosinus de pt sur t0 plus phi. Expliqué.
avec x max, c'est l'amplitude. L'amplitude de mouvement qui est en mètres. T0, ça s'appelle la période propre, qui est en seconde. Phi, donc on a 2p fois t sur t0 plus phi, ça s'appelle la phase, encore de temps. Et phi, c'est la phase, mais à l'instant t égale à 0. Je vais donner deux exemples dans lesquels on peut déduire les valeurs numériques de ces trois constants. Exemple 1. Pour moi, voilà mon expression. Si je cherche la variable, quelle est la variable? C'est le temps. Donc c'est ici, je peux voir le temps qui est en secondes. Et quelle est l'image de temps? L'image de temps, c'est x. X, elle est en mètres. Je vais donner ces valeurs en centimètres. Je suppose qu'on a un mouvement de ce type qui est décrit par ce graphe-là. Ce graphe a des valeurs ici 0, par exemple ici c'est 4, c'est 8, c'est 12, c'est 16 et c'est 20. En seconde, ici on a par exemple 3 ou 6. On va jouer moins 3 et la valeur minimale ce sera moins 6. Je vais chercher les valeurs de ces constantes. Je passe pour donner la valeur de... Je passe de l'autre côté. La valeur, je commence par la valeur de l'amplitude x max. C'est la valeur maximale de la variable x. Ici, 6 cm. 6 cm qui est à 0,06 mètres. Puis T0. Pour la période, on l'a déjà vu dans les ondes, on l'a déjà vu dans l'électricité, donc c'est l'écart temporel entre deux, par exemple, entre deux valeurs maximales. Voilà la période. Graphiquement, ma période elle est de valeur 16 secondes. Maintenant, je vais chercher phi, la phase à l'instant t égale à 0. Pour déterminer la valeur de phi à l'instant t égale à 0, je devais écrire l'expression théorique du x à l'instant t égale à 0. Donc x qui est égal à x max cosinus de p fois t sur t0 sur phi à l'instant x à l'instant t égale à 0. Je remplace t par 0. Donc si j'ai ici 0, donc ce terme-là va être éliminé. Donc j'aurai x max multiplié par cosinus phi. Cette valeur-là, c'est une valeur théorique. Ça veut dire obtenue d'après l'expression théorique de x. Maintenant, je vais chercher la valeur de x à l'instant t égale à 0, mais cette fois-ci graphiquement. Voilà ma variable qui était, voilà son image. À l'instant t égale à 0, x égale à 6 cm, ça veut dire c égale à x max. À l'instant, voilà la variable. À l'instant t égale à 0, l'image de ma variable c'est 6 cm. Donc c'est x max, parce que 6 c'est x max. C'est moins x max. C'est x max. Je vais comparer ces deux résultats et j'aurai x max fois cosinus phi égale
à x max, la même variable, à le même instant, a une autre fois égale à x max multiplié par cosinus phi. Dans cette équation, elle est de valeur x max. Donc, ces deux expressions, ou ces deux valeurs sont égales. Donc, cosinus phi égale à x max sur x max, ça donne 1. Phi qui correspond à cosinus phi égale à 1, c'est 0. Donc, maintenant, j'ai les valeurs de mes constantes. Pour x max, c'est 0,06, pour la période, c'est 16, et pour phi, c'est 0. Cette valeur de x, je vais la noter ici. Et si je donne la valeur de x théorique, ici, x égale à x max à l'instant t égale à 0, elle est obtenue graphiquement. Ça veut dire qu'elle est une valeur expérimentale ou graphique. Maintenant, je vais écrire l'expression numérique de ma variable x. Je vais écrire l'expression numérique. Cette expression, ça s'appelle expression littéraire. Maintenant, je vais remplacer les termes par leur valeur. X max égale 0,06 cosinus 2p multiplié fois t sur t0. T0 qui est de 16. Plus 0, ça donne un 0. Donc, ça sera 0,06 cosinus pt sur 8. Donc, c'est l'expression numérique de ma variable x. Je vais voir un deuxième exemple. La variable t en seconde, l'image x, je vais le donner en centimètres. Cette fois-ci, la variable x va commencer par une valeur minimale. Par exemple, ici, c'est moins 10 centimes, moins 5, 5 et 10. Maintenant, ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Pour x max, c'est la valeur maximale de x, c'est 10. D 10 à la puissance moins 2 qui est égal à 0,1 mètre. Pour T0, T0 c'est la valeur, c'est l'écart temporel entre deux valeurs minimales de ma variable, c'est 4. Pour phi, il est inconnu, je vais écrire l'expression théorique de ma variable x, xt égale à 0 égale t à l'instant égale à 0 égale x max multiplié fois cosinus de pt sur t0, je remplace t par 0 et j'aurai phi qui reste. C'est l'expression ou la valeur théorique de ma variable x, puis xt égale à 0. À l'instant t qui est égal à 0, l'image de t c'est moins 10 qui correspond à moins x max. La valeur qui est expérimentale, ou je peux parler d'une valeur graphique à partir du graphe. Ici c'est x max, ici c'est moins x max. En comparant ces deux résultats, je peux déduire que x max cosinus phi égale moins x max. Ce terme-là égale à celui-là. Ce qui signifie que cosinus phi égale moins x max sur x max qui est égal à moins 0. Donc, l'angle correspond à cette valeur, c'est phi égale à pi. Une remarque au cours, dans la partie que je viens de traiter tout à l'heure. J'ai donné, ça veut dire x max, on a dit l'amplitude, on a dit en mètres. Pour T0, la période de propre en secondes. Pour phi, et on a dit que c'est la phase à l'instant t égale à 0 qui devait être en radien.
Ça veut dire que les valeurs du phi devaient être en radian. Puis je vais rassembler ça et je vais écrire l'expression numérique de cette variable x. X égale x de t égale à x max cosinus de p fois t sur t0 plus phi. Pour x max, c'est 0,1 multiplié fois cosinus de p fois t sur t0 qui égale à 4 plus p. Donc ça sera 0,1 cosinus p fois t sur 2 plus p x de t. Donc on a vu deux exemples. Le premier exemple, on a vu que x, on a vu dans le premier exemple la courbe de x départ de x max pour il descend. Ce deuxième exemple, on a vu que x fait départ de moins x max. Il y a d'autres exemples. Il reste pour les sciences physiques deux autres exemples qu'on va voir prochainement dans les applications. Au cas où x commence par 0 et dirige vers le haut, ou au cas où x commence par 0 et dirige vers le bas. On va le voir dans les applications. Pour les élèves de sciences maths, ils peuvent avoir n'importe quelle situation. Ça veut dire que ce n'est pas forcément moins x max ou 0. Ils peuvent avoir n'importe quelle situation. Mais son étude, ça sera facile. Inch'Allah, on va voir comment utiliser, comment procéder pour trouver phi pour n'importe quelle valeur de x0. Maintenant, je vais passer pour parler de l'équation horaire de la vitesse. Donc l'équation horaire de la vitesse, c'est la dérivée du x par rapport au temps. Je vais écrire d sur d de t et je remplace x par son expression x max cosinus de p fois t sur t0 plus phi. Pour la dérivée de cette fonction, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un rappel de la dérivation des fonctions sinusoïdales. A cosinus f de t. J'ai une fonction qui est constituée d'une constante multipliée fois cosinus, une fonction de temps. Si je vais faire la dérivée de cette fonction, je vais laisser A, puis je vais le multiplier fois la dérivée de cette fonction. Phi égale à A, multiplié fois la dérivée de la fonction existante à l'intérieur de la cosinus, multiplié fois sinus f de t avec un signe négatif parce que la dérivée de le cosinus est moins sinus, donc avec un signe négatif. Je vais appliquer cette formule mathématique pour mon cas. Donc maintenant, j'ai la dérivée de x max multiplié fois ce terme. Donc d sur d de t de x max cosinus de p fois t sur t0 plus phi égale à la constante x max multiplié fois la dérivée de cosinus de pt sur t0 plus phi. Je vais faire la dérivée de ce qui existe à l'intérieur de la cosinus. Donc, la dérivée de ce qui existe à la dérivée de ce qui existe à l'intérieur de la cosinus, c'est 2p sur t0, parce que la variable c'est t. Phi, elle va être éliminée parce que c'est une constante. J'aurai 2p sur t0 multiplié fois le cosinus va devenir un sinus de p fois t0 plus phi avec un signe négatif. Donc ma dérivée sera moins x max multiplié fois 2p sur t0 multiplié fois sinus ce terme.
C'est quoi ça? C'est la dérivée de x par rapport au temps. Et c'est quoi ça? C'est x point. Donc x point de t égale moins x max multiplié fois 2p sur t0 sinus 2p multiplié fois t divisé par t0 plus phi. Voilà l'expression horaire de ma vitesse. La vitesse de pendule élastique varie de cette façon avec le temps. La première remarque, que ma vitesse varie d'une façon sinusoïdale. Elle n'est pas constante, elle est variable, elle varie d'une façon sinusoïdale. La deuxième des choses, que ma vitesse a une valeur maximale. La valeur maximale de la vitesse, c'est son amplitude, qui est x max multiplié fois 2p sur t0. Donc x max, point max, la vitesse maximale, c'est x max multiplié fois 2p sur t0. Le signe négatif va être enlevé parce qu'on peut faire la démonstration de cette égalité en encadrant le sinus entre moins 1 et 1 et je vais effectuer l'encadrement et je vais avoir que ma vitesse sera strictement inférieure ou égale à x max multiplié fois du p sur t0. Maintenant, je vais passer pour voir l'expression de T0 en fonction des paramètres de mon mécanisme. Cinquièmement, expression de T0 en fonction de M et K. Dans le circuit électrique LC, lorsqu'on a la variation du U au du I, donc on parle des fonctions sinusoïdales, on a eu T0 dans les solutions. Et on nous demande en général de trouver l'expression de T0 dans l'électricité en fonction des paramètres de circuit, qui sont L et C. On a trouvé que T et T0 égale 2P à la racine carrée L fois C. La même chose ici, on va chercher l'expression de la période propre en fonction des paramètres de mécanisme qui sont la masse de solide S et la raideur de ressort K. Pour cela, je vais utiliser, il y a plusieurs, là c'est une question mathématique. Vous pouvez choisir n'importe quelle méthode, et vous allez choisir la méthode qui vous convient. Pour moi, je préfère cette méthode. Je fais des parts de mon équation différentielle qui dit que x de point égale à k sur m multiplié fois x égale à 0, ce qui dit que x de point égale moins k sur m multiplié fois x. Je lui associe la valeur 1. Donc j'ai trouvé la valeur de x de point en fonction de k, m et x. Je vais chercher l'expression de x de point d'une autre façon. En dérivant x. X de point, c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps qui est égale à la dérivée de x max cosinus de p fois t sur t0 plus phi. Pour cette dérivée, je l'ai déjà trouvé, t sur dt. Cette dérivée de la dérivée de x max multiplié, là voilà, qui donne la dérivée du premier terme, c'est moins x max multiplié fois du p sur t0 multiplié fois sinus de p multiplié fois t sur t0 plus phi. Maintenant, je vais faire la deuxième dérivée. Pour la deuxième dérivée, je vais utiliser la même méthode. Les constantes qui sont en état de produit avec ma variable vont rester dans mon expression. Donc ça va rester moins x max multiplié fois 2p sur t0. Puis je vais faire la dérivée de ce qui existe à l'intérieur de la fonction sinus. C'est la dérivée, ça sera 2p sur t0 multiplié fois 2p sur t0.
La dérivée de sinus, c'est le cosinus. Donc, on va donner cosinus de P sur T sur T0 plus phi. Donc, moins x max, 2P sur T0 multiplié fois 2P sur T0, ça donne 2P sur T0 au carré, cosinus 2P fois T sur T0 plus phi. Je vais permuter ces deux termes et j'aurai moins 2P sur T0 au carré multiplié fois x max cosinus 2P fois T sur T0 plus phi. Vous allez constater que au cas où j'ai x max multiplié fois cosinus 2P fois T sur T0 plus phi, ce n'est que x. Donc je remplace ce terme-là par x. Donc, la dérivée seconde du x égale moins 2p sur t0 le tout au carré. Ce terme-là, c'est x. C'est x de t. Donc, multiplié fois x. J'associe à ce résultat le chiffre 2. En comparant 1 et 2, j'ai la même variable qui a deux égalités. Donc, moins x, x de point égale moins k sur t multiplié fois x, et égale aussi moins 2p sur t0 au carré multiplié fois x. Donc, qu'est-ce que je vais constater en comparant ces deux résultats? Que ce terme-là, il n'est que ce terme. Donc, j'enlève x et j'enlève x et j'aurai quoi? J'enlève moins et j'enlève moins, j'aurai k sur m égale 2p sur t0. Donc, d'après 1 et 2, on a 2p sur t0 au carré. Ce terme-là, il n'est que k sur m. Maintenant, je vais passer pour chercher l'expression de t0. Pour cela, je vais permuter les termes de mon équation. Donc, j'aurai t0 sur 2p le tout au carré égale à la masse sur la raideur. J'enlève le carré, j'aurai t0 multiplié fois 2p égale la racine carrée de m sur k. Donc, je n'ai pas besoin de mettre au moins la racine carrée de m sur k parce que ce terme-là est strictement positif. Donc T0 égale 2P multiplié fois la racine carrée de M sur K. Voilà l'expression de ma propre période en fonction de la masse de le solide S et la raideur de ressort K. Maintenant, je vais passer pour traiter le cas des pendules verticales et le pendule incliné. Donc, je vais effacer ce côté-là. Finalement, K de pendule élastique vertical. Je commence par vertical. Je vais procéder à la manière à suivre pour déterminer l'équation différentielle de mouvement d'un solide qui est accroché à un pendule élastique vertical. Pour cela, je vais représenter mon pendule dans trois situations. La première situation dans laquelle mon ressort est libre. La deuxième situation, c'est le cas de mon système, il est en équilibre. Donc, comme on a dit, on va représenter mon système dans ces trois cas différents. Le ressort est libre. Mon ressort il est en état libre.
Puis je vais accrocher à mon ressort un solide S. Bien évidemment, si je fais accrocher à mon ressort un solide, elle va être allongée. Puis, dans le troisième cas, je vais allonger, je vais décaler mon solide S vers le bas et le lâcher sans vitesse initiale. Donc, il va effectuer des oscillations, des bascules verticaux. Donc ici, mon ressort il est libre. Mon solide il est en état d'équilibre. Mon système il est en état de mouvement. Toujours, on fait associer à mon système un repère OX, OY, OZ. Ici, j'ai un mouvement vertical, donc je vais travailler sur l'axe OZ. Et toujours, l'origine de mon repère, elle est associée, elle est fixée, ou elle est liée à la position d'équilibre stable dans mon système. La position d'équilibre de mon système, c'est ce point-là. Donc, je vais dresser l'axe des Z qui a l'origine, qui est confondu avec le centre d'inertie du solide dans l'état d'équilibre. Donc, c'est l'axe des Z. Donc, mon origine, elle sera bien évidemment quelque part ici. Et je vais dessiner l'axe des Z. Maintenant, je vais mettre les dimensions. Mon ressort, il est libre, donc sa longueur, c'est la longueur initiale. C'est L0. Je vais représenter ici L0. Là, voilà, il est situé à ce niveau-là. Vous allez constater que le ressort est allongé d'une distance delta N. Je vais lui donner le nom delta L0. Elle est allongée sous l'action de ce solide-là. Maintenant, je vais représenter les dimensions précédentes dans le troisième cas. Donc, voilà la longueur initiale de mon solide, de mon ressort, L0. Voilà delta L0. Et cette distance-là, entre l'origine de l'axe Z et le centre d'inertie du corps, c'est la valeur Z. C'est la grandeur Z. Donc, je vais chercher l'équation différentielle de ce mouvement-là. Équation différentielle. Équation différentielle. De mouvement. Donc, je vais commencer pour pouvoir chercher ou trouver l'équation différentielle. Dans ce cas-là, vous devez toujours commencer par l'état d'équilibre. Donc, état d'équilibre. Je viens ici, je représente les actions qui s'exercent sur mon solide dans l'état d'équilibre. Le solide S est les seules actions de son poids. Et l'action de ressort, je peux le montrer ici, vers le haut. Donc, d'après la première loi de Newton, la somme des deux vecteurs force ici égale à 0. P plus T égale au vecteur nu. Projetons sur l'axe des X. Donc, ça donne PZ plus TZ égale à 0. Donc, PZ, P est positif, donc ça donne MG. T, elle est vers le haut, parallèle Z, donc ça donne 1 moins T égale à 0.
Ce qui dit que mg moins pour t, t c'est toujours la rigueur multipliée par l'allongement. La rigueur multipliée par l'allongement. Quel est l'allongement dans l'état d'équilibre? L'allongement c'est L0 plus delta L0 moins L0. Ça donne delta L0. Donc K fois delta L0 égale à 0. Ce qui dit que mg égale à K delta L0. Je garde ce résultat. C'est la masse multipliée fois G. Maintenant, je vais passer pour étudier le cas de mouvement. Donc, état de mouvement. Dans ce cas-là, je vais appliquer la deuxième loi de Newton qui dit la somme de vecteurs force égale à la masse de solide multiplié fois son accélération, m à g. Je viens ici, je vais faire le bilan des forces extérieures. Donc, mon solide dans l'état de mouvement sera toujours sous l'action de son poids et l'action de ressort qui est T. Donc, P plus T égale à M à G. Projetons sur l'axe du Z, j'aurai PZ plus TZ égale à M à Z, qui est égal à MZ2 points. Pour P, la projection de P sur l'axe du Z, c'est positif, ça donne MG moins. Pour T, c'est négatif parce qu'il est dirigé vers le haut, moins T égale à MZ2 points. Mg moins K, maintenant je vais chercher delta L, je vais me noter delta L, pourquoi pas, delta L MZ2 points. Delta L, c'est la différence entre l'état final, qui est l'état de mouvement, et l'état initial. L'état final, c'est L0 plus delta L0 plus Z. Moins quoi? Moins l'état initial, qui est L0. Donc, elle va rester quoi? Z plus delta L0. Je vais mettre ça entre parenthèses. Donc, Mg moins K. Pour mon delta L, je répète, delta L, c'est la différence entre l'état, l'allongement final dans l'état de mouvement et la longueur initiale. Dans le mouvement, vous avez L0 plus delta L0 plus Z. Je vais enlever L0, il va me rester ces deux grandeurs qui sont delta L0 plus Z égale à MZ2 points. Donc Mg moins K delta L0 moins K fois Z égale à MZ2 points. Ces deux termes-là, leur différence est égale à 0, je l'ai déjà eu dans l'état de l'équilibre. Donc ces deux termes-là vont enlever. Donc j'aurai K MZ2 points. Ce qui dit que MZ2 points plus K sur, donc plus K multiplié fois Z égale à 0, je simplifie par M, donc je divise par M, puis je divise par M, ça donne Z2 points plus K sur M multiplié fois Z égale à 0. C'est l'équation différentielle de mouvement d'un solide qui est monté dans un pendule élastique vertical. Vous allez remarquer que la forme générale, ça reste la même. Z, la variable de poids, plus K sur M multiplié fois la variable égale à 0. Maintenant, je vais parler de le cas d'un pendule élastique incliné. Donc, je vais effacer ce côté du tableau. Donc, cas incliné. Lui aussi, lui aussi, je vais le représenter sous ces trois formes. Voilà mon support.
j'ai représenté trois situations. Mon ressort ici, il est libre. Je parle d'état libre. Maintenant, j'ai accroché à mon solide, à mon ressort, je lui ai accroché un solide S, mais qui est en état d'équilibre. Ici, j'ai allongé mon ressort, j'ai étiré mon ressort et je vais laisser mon solide S faire des bascules. Donc ici, état de mouvement. Maintenant, je vais mettre les dimensions. Dans l'état libre de mon ressort, sa longueur, ce sera sa longueur initiale qui est L0. Après avoir monté ce solide-là dans mon ressort va être allongé d'une valeur que V lui associer le nom d'état L0. Donc, voilà L0, la longueur initiale de mon solide, de mon ressort, plus une valeur, je donne la valeur delta L0. Dans les situations de mouvement, je vais toujours conserver L0. Puis la valeur. Donc ici, je reviens ici. Je vais dresser l'axe sur lequel je travaille. C'est O. Je donne lui à cet axe le nom X. Je représente mon axe des X ici, dans le cas de mouvement. Donc, cette longueur-là, c'est la même, c'est delta L0. Et l'abscisse, cette distance-là, entre O et le centre d'inertie donnant solide, c'est son abscisse cartésien, qui est X. Je vais de la même manière et de la même procédure. Équation différentielle. Équation différentielle de mouvement de mon solide dans ce cas-là. Je commence par l'état d'équilibre. État d'équilibre. Je représente les actions exercées sur mon solide dans l'état d'équilibre. Il y a son poids. Son poids. J'espère que le dessin ne sera pas trop chargé. Le poids. La réaction de sol qui est toujours sans frottement. Et l'action de ressort. Donc, j'ai trois actions qui sont exercées dans mon solide à l'état d'équilibre. P, R, I, T. Donc, l'état d'équilibre, d'après la première loi de Newton, P plus T plus R égale à 0. Je projette sur l'axe des X. Donc, Px plus Tx plus Rx égale 0. Pour Px, on a déjà vu ça dans le cours de l'application des lois de Newton. La projection de P sur un plan incliné d'angle alpha, ça donne mg sinus alpha. X est dirigé vers le bas, donc avec un signe positif. T, elle est parallèle à X, ça va donner T. De sens inverse X, donc ça va donner 1 moins. Plus pour la projection de R sur l'axe des X, R, elle est perpendiculaire au plan, ça veut dire perpendiculaire à l'axe, elle va être enlevée, ça donne 1, 0. Donc, je vais ici écrire mg sinus alpha moins k. K fois delta L. Delta L pour le cas d'équilibre. Donc, delta L pour le cas d'équilibre, c'est L0 plus delta L0 moins L0. Donc, L0 plus delta L0 moins 0, ça donne delta L0. Donc, j'aurai mg sinus alpha qui est égal à k delta L0.
Je passe maintenant à étudier le cas de mouvement, état de mouvement. Dans l'état de mouvement, voilà, je représente mes actions extérieures. Il y a toujours le poids. Il y a toujours la direction de sol qui est perpendiculaire au sol. Il y a l'action de ressort. Donc, on a dit que la somme, on a dit que la deuxième loi de Newton qui dit la somme de vecteurs force égale à la masse multipliée par l'accélération, vecteur accélération de mon solide. Donc, on parle d'état de mouvement. Donc, je répète, plus T plus 1 égale à M à G. Projetant P sur l'axe des X, ça donne mg sinus alpha. Projetant T sur l'axe des X, ça donne moins T. La projection de x sur l'axe des X, ça donne 1, 0 parce que le perpendiculaire au plan. Égale à mx 2 points. Puis, je vais donner l'expression de t. Donc, mg sinus alpha moins k fois delta L. Arrangement final. X2 points. mg sinus alpha moins k. Je vais chercher la valeur de delta L. Delta L, l'allongement entre l'état de mouvement et l'état initial. État de mouvement, j'ai la longueur de mon ressort sur L0 plus delta L0 plus x. Ici, c'est L0. Donc, la différence entre cette somme-là, cette somme de dimension, moins L0, ça donne delta L0 plus x. Je répète, L0 plus delta L0 plus x moins L0, ça donne delta L0 plus x. Donc, je remplace delta L par delta L0 plus x. Ça donne mx 2 points. Je retourne ici. Je vais dresser cette droite. Donc, ici, je vais faire la distribution de mon produit. Donc, mg sinus alpha moins k delta L0 moins k fois x égale mx 2 points. Cette différence-là égale à 0 d'après l'étude du cas d'équilibre. mg sinus alpha moins k delta L0, ça donne 0. Donc, c'est moins k fois x égale mx 2 points. Donc, mx 2 points plus k fois x égale à 0. Donc, je simplifie par m et j'aurai k sur m multiplié par x égale à 0. Donc, voilà l'équation différentielle de mouvement de mon solide du S dans le cas d'un pendule élastique horizontal. Vous avez remarqué une autre fois que la forme générale de l'équation différentielle, ça reste la même. La démarche qui se diffère. Donc, pour nous, le reste des questions, par exemple, le calcul de la vitesse, l'expression de la vitesse, c'est la même méthode et ça sera la même formule. Pour la relation entre T0, M et K, c'est la même formule et la même valeur. Donc, la seule différence qui existe entre pendule élastique horizontal et les deux autres pendules, c'est la démarche pour donner l'expression finale de l'équation différentielle. Donc, on va s'arrêter à ce niveau-là, à un autre rendez-vous, Inch'Allah.